Oui, j'ai eu la chance de faire différentes émissions comme Top Chef, Fort Boyard, Koh-Lanta, tout ça, ce genre d'émissions. Dès l'instant où on met un pied dans l'eau avec une caméra, il faut avoir ce diplôme de scaphandrier qui permet de travailler une première fois, on va dire, première étape à 12 mètres. Et ensuite, après, j'ai un autre diplôme qui permet d'utiliser du matériel qui ne fait pas de bulles. Donc là, ça me permet d'aller jusqu'à 45 mètres, ce qui est largement suffisant pour filmer. Quand on va filmer, par exemple, des raimentas géantes, où là, elles sont à 15-20 mètres, là, c'est différent. C'est pour les séquences qui vont servir pour le générique. Mais quand on est avec les candidats, les candidats ne vont pas profond. Oui, là, c'était un défi technologique, surtout de pouvoir faire parler Denis sous l'eau, comme à l'époque de Nico Aloilo, mais c'était enregistré. Là, le but, c'était de faire le 14 juillet et qu'il puisse parler avec un masque facial intégral. Salut et bienvenue dans l'Ombre des médias, la seule chaîne YouTube et le seul podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Dans ce nouveau numéro, je vous propose de découvrir le parcours et le métier de Régis, qui est donc cadreur scaphandrier, un métier peu connu du grand public. Et pourtant, si vous regardez des émissions comme Koh-Lanta ou encore Fort Boyard, vous êtes forcément tombé sur ces images sous-marines. Et puis si vous tombez sur cette vidéo ou sur ce podcast par le plus grand des hasards, eh bien n'hésitez pas à rejoindre la chaîne pour découvrir plus de 40 interviews de professionnels de la télévision. Nous partons cette fois-ci rejoindre Régis qui nous attend à la Plaine Saint-Denis pendant sa pause et pendant la pause du tournage de Lego Master. Bienvenue à vous dans l'Ombre des médias. Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Alors bonjour Régis et merci de nous accueillir aujourd'hui pendant ta pause puisque comme je le disais il y a quelques instants, tu es en ce moment même sur le tournage de Lego Master. Bonjour Laurent. Alors avec toi nous allons parler d'un métier sans doute peu connu puisque tu es non seulement cadreur en plateau mais également cadreur sous-marin, notamment sur Koh-Lanta. Juste avant de parler de cette spécialité, nous allons revenir quelques dizaines d'années en arrière puisqu'il paraît qu'avant de t'intéresser à l'image, eh bien, tu voulais devenir ingénieur du son. Oui, j'étais musicien, trompettiste et la suite logique de la musique, c'était de travailler un peu dans le son. Et j'ai trouvé, donc en cherchant autour de moi une amie qui travaillait à la télévision, Geneviève Broust, et qui m'a trouvé des stages. Et j'ai un peu flâné dans les différents services, météo, journal télévisé, news et divertissement. Et j'ai vu qu'en fin de compte, en tenant la caméra sur l'épaule, que ça allait me plaire. Et j'ai peaufiné un peu savoir comment faire. Et au final, l'image, j'ai eu un coup de foudre avec la caméra. Et du coup, c'est avec ce déclic que tu es parti en BTS audiovisuel ? Exactement, j'ai commencé donc à faire des études pour faire l'audiovisuel avec un BTS et j'ai eu la chance de travailler d'être stagiaire à Antenne 2, avant France Télévisions c'était Antenne 2, avec Bernard Pivot sur Bouillon de Culture, et la petite équipe m'a pris en main et j'ai démarré avec une caméra Bantite, c'est-à-dire une caméra qui filme les livres, et ensuite très vite ça a évolué comme caméraman, et après j'ai fait mon armée à l'Élysée comme caméraman à l'époque sous Chirac, et donc j'ai filmé différentes choses qui m'ont permis un peu de faire mes armes comme caméraman. Et comment es-tu passé ensuite de l'Élysée à la télévision ? Alors oui, donc du coup c'est avec des rencontres. Le réalisateur de Bernard Pivot de Bouillon de Culture s'appelait Alexandre Tarta, et il y avait aussi Elisabeth Préchet. Grâce à eux, j'ai pu faire donc caméraman à l'Élysée. Je l'ai appris par la suite, et ça m'a permis d'avoir une expérience qui après j'ai fait des rencontres comme Francis Côté, le réalisateur qui maintenant réalise Koh-Lanta, mais à ses débuts on faisait une émission pour les enfants qui s'appelait Zapping Zone. Ça m'a permis de faire de la caméra portable et de m'amuser sur les plateaux. M'amuser, mais c'était le travail, un peu de stress, même beaucoup de stress au début, mais après on le gère et on apprend à faire donc de la caméra portable, et après de la caméra sur pied, et puis ensuite, ou l'inverse, et puis voilà, c'était mes débuts. Et d'ailleurs encore aujourd'hui tu continues de travailler sur les plus gros barnums, que ce soit donc sur Top Chef, Lego Master, Fort Boyard ou encore Koh-Lanta, dont on reparlera d'ici quelques instants. C'est ça, oui. J'ai commencé, on va dire, par les sports, les Jeux Olympiques, des choses comme ça. Et après, des émissions de divertissement. Ça m'a
plu d'être en grande équipe avec beaucoup de monde autour de moi pour faire un même projet. Et donc oui, j'ai eu la chance de faire différentes émissions comme Top Chef, Fort Boyard, Koh-Lanta, tout ça, ce genre d'émissions. Et puis il y a donc 5 ans, tu as choisi de te spécialiser comme cadreur scaphandrier, donc pour filmer sous l'eau, une envie que t'a donnée Stéphane Roquin qui travaille sur Fort Boyard notamment depuis une trentaine d'années. Oui, Monsieur Grenouille. Quand j'ai eu la chance que la production cherche d'autres cadreurs sous-marins professionnels, je me suis donc attelé pour avoir ce diplôme. J'avais déjà un peu un parcours de plongeur avant, mais on va dire que c'était du loisir. Et donc après, il existe des organismes qui sont professionnels, qui sont à Marseille, et ils ont des antennes un peu partout, à Toulon, en Bretagne, à Trébeurdin. Je l'ai fait donc en Bretagne avec une super équipe. Et donc cette formation a permis de pouvoir travailler sous l'eau. Dès l'instant où on met un pied dans l'eau avec une caméra, il faut avoir ce diplôme de scaphandrier qui permet de travailler une première fois, on va dire, première étape à 12 mètres. Et ensuite, après, j'ai un autre diplôme qui permet d'utiliser du matériel qui ne fait pas de bulles. Donc là, ça me permet d'aller jusqu'à 45 mètres, ce qui est largement suffisant pour filmer. On reparlera justement de ce système sans bulle d'ici quelques instants. Mais une fois cette formation validée, il reste une autre chose essentielle à faire, c'est donc apprendre à cadrer sous l'eau, puisque je suppose qu'il y a plus de contraintes qu'en ayant les deux pieds sur terre. Oui, en effet, une caméra, c'est on va dire encombrant, mais une fois qu'on est sous l'eau, tout est stabilisé, on est en flottaison neutre, c'est-à-dire qu'elle ne coule pas, elle ne flotte pas. Voilà, et ça permet de faire un peu comme du steadicam, mais sous l'eau, un peu comme un astronaute. Tout est bien réglé pour qu'on soit fluide et qu'on travaille du bout des doigts en finesse comme un horloger, quoi. Et une fois que tu as découvert ce métier, quel a été le premier programme sur lequel tu as pu mettre en pratique tout cet apprentissage ? C'est clairement Koh-Lanta. C'est grâce à Koh-Lanta, à la production de Koh-Lanta, que je suis caméraman scaphandrier parce qu'il y avait une demande pour ce poste-là. Donc ils me connaissaient comme caméraman portable et grue, mais voilà, ça a été vraiment la formation qui a permis de finaliser ce poste-là. Bien justement, on va maintenant s'intéresser à Koh-Lanta, puisque tu y travailles depuis 15 ans, d'abord comme cadreur en surface, comme tu viens de le dire, puis depuis quelques années sous l'eau. Alors comment es-tu équipé pour cadrer sous l'eau ? Parce que quand on parle de scaphandre, on a cette image d'une énorme combinaison avec son casque en métal, le tout relié à la surface par un câble pour pouvoir respirer, mais en fait c'est pas vraiment ça. Non, on est plus léger, c'est pour être maniable. Ce qu'on imagine scaphandrier comme dans Tintin, c'est plus ceux qui travaillent vraiment très profond avec de l'eau chaude qui leur arrive dans la combinaison pour tenir longtemps, parce que le froid c'est terrible, et aussi pour pouvoir manier des outils beaucoup plus costaud, plus difficile. Nous, on ne soude pas, on filme, donc c'est une autre catégorie de scaphandrier. Et si on travaille pour être à l'aise autour des poissons, de la faune autour de nous, il faut être le plus libre possible. Donc moins on a de matériel, mieux c'est. N'empêche que c'est un caisson qui est lourd, il doit faire à peu près 5-6 kilos pour le caisson, mais avec tout l'équipement recycleur et tout ça, on arrive à 25 ou 30 kilos. Donc c'est du matériel difficile hors de l'eau, mais une fois qu'on est dans l'eau en flottaison neutre, tout se passe bien, on est libre comme en apesanteur. Après, c'est une caméra cinéma pour les plans qui vont servir pour le générique ou pour la publicité avant le Koh-Lanta, mais ou les beauties, c'est-à-dire les plans d'illustration pour faire une carte postale du lieu où on est. Par contre, dès l'instant où on est avec des candidats, c'est un autre caisson. La production en a 3 à dispo, et là c'est des caissons qui sont un peu plus petits avec une caméra XD-Cam, c'est le codec qu'on utilise pour les autres caméras qui sont terrestres ou la grue, et ça permet d'avoir une liaison filaire avec le réalisateur qui nous voit et nous on l'entend. C'est-à-dire que c'est un cordon ombilical qui permet d'avoir une liaison dans les deux sens. Nous, on entend les ordres du réalisateur et lui voit l'image que l'on fait. Donc, à part ce biais-là, on peut se parler, se comprendre. Moi, je fais un geste devant l'objectif pour lui dire que tout va bien, que ça tourne bien. Et lui, il voit l'image. Et donc, voilà, on est réactif par rapport à ce qui se passe devant nous. Donc, en fait, ça marche comme en studio finalement. Exactement, c'est une régie fly, c'est-à-dire c'est conventionnel comme si on faisait une émission de sport en extérieur en France. Seulement là, il y a la particularité d'avoir des images qui viennent du drone sans fil, de la caméra subaquatique filaire. Voilà, il y a du bonus
Et on parlait il y a quelques instants de la caméra qui ne flottait ou coulait pas, mais tu me disais que tu y rajoutais quand même du poids pour éviter qu'elle ne remonte à la surface. En effet, le caisson sous-marin par lui-même est rigide. Il y a beaucoup d'air à l'intérieur, même si on met la caméra, elle ne prend pas toute la place. Donc du coup, cet air-là, plus on va profond, il reste emprisonné dans ce cube de métal. Et du coup, on s'arrange pour que la caméra et le caisson soient en flottaison neutre. C'est-à-dire qu'il faut rajouter quand même un petit peu de poids en plus de l'origine pour pouvoir gérer suivant la profondeur et suivant ce qu'on va faire comme mouvement. Si on fait des mouvements très amples, il va falloir qu'on allège un petit peu le caisson, donc je retire un demi-kilo. Et si je fais des mouvements statiques avec une faune très petite en macro, où je filme de très près, là je vais mettre beaucoup de poids pour être très stable, pour avoir du slow motion, c'est-à-dire des mouvements fluides, mais que lorsqu'on le reverra après à l'image, que ça paraisse fait comme dans un studio. Alors on vient de parler d'image, mais pour avoir une image encore plus jolie, il y a l'éclairage qui est aussi très important. Oui, quand je parlais du poids en total, ça englobe aussi ces torches, ces lumières que l'on emmène avec nous. On ne les utilise pas à chaque séquence. Ça dépend déjà de la lumière existante. On profite au maximum du soleil. Mais l'angle qu'on va prendre, des fois, il faut qu'on récupère de l'information dans les couleurs. Dans l'eau, évidemment, le spectre lumineux fait que tout est bleu. Plus on va profond, plus c'est sombre évidemment, mais la lumière, même si on a de la lumière du soleil, nos torches vont ramener de l'information dans les rouges, dans les verts, qui n'auraient pas sans cette lumière. Donc on a des torches très puissantes, ça va presque à 30 000 lumens, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ferait mal aux yeux en extérieur, mais dans l'eau, évidemment, ça perd très vite en quantité. Donc on a besoin de sources très fortes. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que vous arrivez à avoir de belles couleurs et la vraie couleur des poissons. Exactement, pour filmer vraiment un poisson sans être trop proche, eh bien on va avoir besoin d'une source forte et pas proche de l'objectif. Il faut qu'on l'éloigne pour que ça paraisse naturel. Donc du coup, on a des bras déportés qui font que ça fait un squelette le caisson paraît immense dans l'eau pour justement déporter cette source de lumière. Et pendant les épreuves de Koh-Lanta, combien de temps peux-tu rester sous l'eau pour filmer les candidats et surtout à quelle profondeur ? Alors on n'a pas de règle, on part sur une base de 1 heure à peu près, en général, on n'a pas besoin de plus, c'est largement suffisant et puis c'est pas un record, on va pas faire des plongées très, très longues et non plus très profondes, à moins de partir pour un cas de figure spécifique, on va filmer par exemple des raimentas géantes où là elles sont à 15-20 mètres, là c'est différent, c'est pour les séquences qui vont servir pour le générique. Mais quand on est avec les candidats, déjà les candidats ne vont pas profond, ou alors ils vont faire une apnée pour aller chasser avec le harpon, mais ça c'est spécifique, on le sait, on va partir à 10 mètres de profondeur à peu près, c'est pas très profond, donc on va pas rester longtemps, eux vont faire une apnée de 20 secondes, donc nous on est déjà en attente, on les attend, donc ça va faire 3 minutes à 15 mètres, c'est pas des plongées techniquement difficiles. Et puis ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'en termes de sécurité, tu ne plonges jamais seul sur un tournage. La règle d'or en plongée, que ce soit loisir ou professionnel, c'est jamais tout seul. Voire même nous, on est en 3, en trinôme. On est obligé d'être 3 scaphandriers. 2 qui sont immergés et 1 en surface pour recueillir, s'il y avait un accident de plongée, un des trinômes pour le recueillir dans le bateau. Donc du coup, ça impose 3 personnes professionnelles. Déjà, c'est lourd en organisation, mais par contre c'est sécurisant, c'est-à-dire que sur une plongée, par rapport à certains niveaux de plongée loisir, on pourrait être en binôme, mais en plongée professionnelle, c'est trinôme. Et du coup, vous avez une formation de sécurité à passer avant de pouvoir plonger ? Oui. D'ailleurs, il y a des cycles pour ne pas oublier. Tous les 5 ans, ça dépend. Voilà, on a un RIFAP, c'est du secourisme de plongée, spécifique à la plongée. Ça, c'est pour la sécu. Puis après, entre nous, on se connaît suffisamment bien pour être alerte. Si un jour on est fatigué, on le dit à l'autre, on n'a pas peur de le dire, et pour faire une plongée plus facile, ou alors en tout cas être à l'écoute de l'autre, le voir. Voilà, on pense à soi, mais on pense surtout je parle du binôme qui est dans l'eau. L'autre personne qui est à la surface, lui, il est en stand-by. Et c'est aussi pour ça que vous vous entraînez régulièrement en piscine ? Oui.
D'où l'importance des clubs de plongée, on va dire, loisirs. Moi, en l'occurrence, à Provins, à Supro, ils sont formidables parce qu'il y a ça fourmille d'idées, de bonne énergie, de gens qui ont beaucoup de compétences et qui les transmettent, qui ont le savoir et le goût de donner des explications. Donc, et on est toujours... moi, j'apprends à chaque fois, j'apprends quelque chose. C'est-à-dire que c'est vraiment un sport qui n'est déjà pas trop difficile. Par rapport à d'autres sports, je veux dire, c'est pas pour dénigrer, mais c'est accessible à tout le monde. Et surtout, dans des clubs comme ça qu'il y a dans toute la France, ça permet d'apprendre tous les jours et puis de se maintenir surtout en bonne santé en faisant des longueurs avec des palmes masque tuba pour le jour J ne pas être en souffrance. Et pour en revenir au tournage, tu t'occupes donc du cadre, on en parlait, mais est-ce que tu es également chargé de la mise au point ou c'est comme pour les steadicamers, tu peux compter sur la présence d'un pointeur en surface ? Bonne question. La plupart du temps, je fais le point. Je suis autonome. C'est m'arrivé au Canada de faire une plongée dans le Saint-Laurent avec une configuration là au froid de 4 degrés, d'avoir un pointeur, donc une autre personne à côté de moi qui avait un moniteur et qui voilà, on a on appelle ça un focus assist. C'est vraiment lui, il a pas l'image, on va dire dans la qualité, de la beauté de l'image. Lui, il a le cadrage, surtout des indications sur l'image pour savoir s'il est net ou il n'est pas net. Et lui, donc son rôle, c'était de savoir à l'avance par rapport à la séquence ce que j'allais faire, d'anticiper la netteté. Mais sinon, en France, depuis que alors j'en ai pas fait non plus des 1000 et des 100, mais en séquence subaquatique, je fais en manuel, mais moi-même. Donc ça veut dire que quand tu as un assistant, il est obligé d'être sous l'eau avec toi ? Ah oui. Alors ça peut arriver qu'il soit en surface quand on est en piscine, mais ça demanderait un câble trop long. Pour qu'il soit à la surface sur le bateau, et surtout le bateau peut générer après des interférences du son qui gênent la faune. Là on avait des belugas, un rorqual commun, là t'as pas le droit d'avoir des bateaux près de la zone où se trouvent les animaux, donc du coup là l'assistant est avec moi. Et puis quelque chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est qu'en cadrant sous l'eau, il faut également faire attention à ne pas faire de bulles. On en parlait donc tout à l'heure, non seulement pour avoir une belle image, mais aussi pour ne pas effrayer la faune sous-marine. On en revient toujours au même problème du coup. En effet, c'est la règle d'or du recycleur, c'est déjà de ne pas faire de bulles, donc d'être en silence total. Le seul bruit qu'on va avoir, c'est le bruit qu'on générait nous, donc on se met en mode silencieux, et on ne se parle pas, on fait que des gestes avec les mains, et pas de bruit, donc pas de bulles, parce qu'il y a tout le circuit d'air est géré par un canister qui emprisonne l'air qu'on expire. La chaux qu'on expire va être emprisonnée dans de la chaux. Et après, on a une bouteille d'air normale, une bouteille d'oxygène pur qui réinjecte d'oxygène pur pour maintenir un taux d'oxygène dans le circuit fermé. Donc ça fait beaucoup de bouteilles. Il y a même une troisième pour la sécu. Si tout tombe en panne, on a cette troisième bouteille de nitrox. Mais en gros, une fois que tout ça c'est bien réglé, le seul bruit qu'on peut entendre si vraiment on met le micro, l'hydrophone à fond, c'est l'ordinateur qui va mettre dans le circuit un petit peu d'oxygène pur. Mais c'est toutes les 7 ou 10 secondes, un petit filet d'oxygène pur dans le circuit. Et en plus, on peut le bloquer. Si vraiment on est en séquence avec un animal qui est farouche, qui a peur, on bloque le système. Donc en gros, on est en mode comme les plongeurs de l'armée qui eux sont limités à 6 mètres de profondeur parce que eux ils ont un système plus simple où il n'y a qu'une bouteille d'oxygène pur. Mais ça limite leur profondeur. Nous, on peut descendre à 45 mètres. J'allais justement rebondir sur les militaires, puisque l'année dernière, en 2022, tu participais au 14 juillet avec Denis Brognard, justement pour présenter ce système de double bouteille qui empêche les militaires de se faire repérer en surface. Oui, là, c'était un défi technologique, surtout de pouvoir faire parler Denis sous l'eau. Comme à l'époque de Nico Aloilo, mais c'était enregistré. Là, le but, c'était de faire le 14 juillet et qu'il puisse parler avec un masque facial intégral, avec une bouteille d'air. Donc là, il n'était pas en recycleur. On faisait des bulles, mais il pouvait parler pour commenter les plongeurs démineurs qui étaient autour de nous, les services des opérations spéciales. Et donc, du coup, ils étaient à côté de nous et Denis parlait avec eux pour expliquer. Enfin, il parlait. Il commentait l'action dans le lac de Biscarrosse en l'occurrence, avec donc le système de communication sous l'eau.
Et pour en revenir à koh, il peut arriver à toi aussi de devoir relever certains défis, puisque parfois tu démarres une épreuve sous l'eau avant de remonter à la surface, puis de terminer en étant cadreur derrière la grue. Oui, ça c'est un aspect rigolo de koh, c'est de commencer la séquence en scaphandrier, donc avec la palme, tout l'équipement de nageur, et je finis la séquence et le jeu n'est pas encore terminé, et du coup je sors de l'eau, j'ai des assistants qui me récupèrent tout le matériel et je pars, mais je me déshabille pas, je reste en combinaison néoprène et je finis à la grue pour pouvoir arbitrer, on va dire, la séquence. Souvent les jeux se terminent autour des éléments où on pourrait mettre un drone, mais ça ferait trop de bruit, donc du coup le drone travaille au loin, mais nous on travaille avec la grue très près des candidats, ça fait pas de bruit parce que c'est un portique entre 9 et 11 mètres, et là j'ai pareil aussi une équipe avec moi pour faire bouger tout ce bazar, et ça permet donc de cadrer la grue, mais en plongeur. Même si tu es cadreur depuis près de 30 ans, en prenant un petit peu de recul, qu'est-ce que ça te fait de travailler sur certains programmes comme koh ou encore Fort Boyard, des émissions qui font rêver des millions de téléspectateurs, avec toujours des lieux de tournage idylliques qui restent magiques, hein. Je pense que c'est déjà le ressenti, c'est d'avoir un œil d'enfant à chaque fois que je prends le temps d'apprécier le moment, et c'est souvent, c'est quand même une chance inouïe, c'est un rêve qui se réalise, donc je prends conscience du lieu, et en plus ça me met dans un état d'esprit zen pour apprécier le moment. On oublie tous les problèmes techniques qu'on a réglés, et du coup on apprécie le moment, et ça ça vaut de l'or, ça vaut des séances de yoga par dizaines, donc c'est vraiment une chance. Après oui, c'est des lieux souvent qui sont pas touristiques, parce qu'il ne faut pas être gêné, donc du coup on est privilégié, que ce soit Fort Boyard, ouvrir une cellule et se rappeler qu'on a vu ça quand on était gamin, la carte au trésor quand on a fait la mission Millennium au Mexique, c'est des lieux où on était ouvert pour nous, mais c'est fermé au public parce que c'était un partenariat avec l'UNESCO, donc on a vu des cités qui ne sont pas accessibles habituellement, donc ouais, c'est une chance inouïe. Et puis koh, on a fait des spots de plongée à Raja Ampat, avec des raimentas géantes, c'est des lieux incroyables. Et puis j'aimerais qu'on termine cette interview, comme souvent sur cette chaîne, par ton ou tes plus beaux souvenirs. Si tu devais en retenir un ou deux, en plus de tous ces moments magiques dont tu viens de nous parler. Alors il y en a beaucoup, ce serait dire dans notre île, mais oui, il y a ces fameuses raimentas géantes en Indonésie, à Raja Ampat, où on était avec elles. Elles étaient là pratiquement tous les jours, c'était un spot où elles revenaient tous les jours, donc c'était facile à s'organiser. Et on a pu faire des plans incroyables. Ou ici, au Fidji, une raimenta géante, on a vu le parcours qu'elle faisait et on a mis en place pendant 3 ou 4 jours, un totem que l'on a mis sur sa trajectoire, sans la gêner évidemment, près du récif. C'était à 12 mètres et on a fait la lumière, on a mis le socle du totem avec des coraux pour que ça fasse naturel, sans les abîmer évidemment, et avec la raimenta qui vient en slow motion. Ça c'est magique, c'est juste magique, c'est une récompense. C'est un travail d'équipe, parce que c'est surtout ça, là où c'est génial, c'est de pouvoir apprécier le moment quand c'est un vrai travail de plusieurs personnes. Ça j'adore, parce qu'il y avait des assistants, mais il y avait aussi un autre scaphandrier, il y avait aussi un guide qui savait que cette fameuse raimenta était par là tous les jours. Il y a beaucoup de travail en amont qui fait qu'on apprécie d'autant plus, parce que l'image c'est pas que moi, c'est beaucoup de monde. Et dans ce cas-là, j'imagine que le réalisateur ne voyait pas cette séquence en direct. Non. Du coup, quand vous remontez en surface, c'est quoi? C'est de l'euphorie, de l'excitation, vous criez on l'a, on l'a, on l'a? Oui, on s'assure que l'image soit bien nette, on vérifie sur la caméra une fois hors de l'eau, et après on montre les images. Parce que là, sur koh, il y a une partie de tournage qui est... Avant que ça revienne en France, les images, on s'assure que tout soit bien sur place pour pouvoir au cas où refaire, ne pas attendre d'avoir de mauvaises surprises à Paris. Allez, toute dernière question, même si je pense déjà avoir la réponse. Aimerais-tu travailler sur du documentaire animalier? Oh oui, c'est vraiment c'est prendre le temps de faire les choses bien. En télé, c'est pas souvent le cas, mais
sur les émissions que je fais, c'est le cas. C'est une chance aussi. Sur Fort Boyard, on a fait du Steadicam, les scénettes, où on prenait le temps de découper comme sur un court-métrage ou un moyen-métrage. Par exemple, le Père Fouras qui déambule, voilà, des choses comme ça. Ça, on a le temps de faire les choses bien avec la belle lumière. Pareil sur Lego Master aussi, là, j'en viens. Hier, on a fait un teaser, c'est-à-dire ce qui va montrer la nouvelle saison, eh bien, avec la lumière, avec des effets spéciaux, de la fumée. Voilà. Donc là, on a le temps de faire les choses bien. Ça donne envie de faire la même chose sous l'eau. Donc, voilà, des projets à venir, il y en a. Après, est-ce qu'ils vont se concrétiser? J'espère. Mais c'est en liste. Exactement, c'est en liste. Eh bien, nous allons donc terminer sur ces belles images. Merci beaucoup, Régis, de nous avoir fait voyager et surtout fait découvrir ton métier de cadreur scaphandrier. Avec plaisir. Voilà, on arrive au terme donc de cette émission. Je vous donne rendez-vous très vite dans l'ombre des médias.